Bonjour à tous et bienvenue dans Face au territoire sur TV5 Monde en direct, vous le savez, et dans 200 pays et en 14 langues. Et bien entendu, en France ce matin, en direct sur l'antenne de TV5 Monde avec nos partenaires dans cette émission de Ouest France, de Nice Matin, de France Antilles, de La Montagne et de 20 minutes. Vous pouvez retrouver évidemment cette interview de mon invité ce matin sur les sites internet de nos partenaires. Mon invité ce matin, c'est Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine, vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères, vous avez été en fonction au Quai d'Orsay près de 5 ans. Vous êtes également président de l'Institut François Mitterrand et vous êtes spécialiste de géopolitique, bien sûr. Vous publiez 2 livres que l'on voit à l'écran actuellement, Une vision du monde dans la collection Bouquins et Dictionnaire amoureux de la géopolitique. J'en parlais chez Plomb. On y reviendra tout au long de cette émission, évidemment. On reviendra sur toutes ces questions avec une première question pour vous ce matin. Est-ce que l'exigence de Poutine d'un paiement du gaz russe en roubles qui est considéré comme une rupture de contrat, selon les Allemands, va encore, j'allais dire, accentuer les positions et va encore compliquer la donne? Oui, on est dans cette tragédie atroce qu'est cette guerre en Ukraine sur la base d'une décision aberrante de Poutine, tragique pour les Ukrainiens, mais tragique pour la Russie aussi. On est encore dans l'escalade, là. Et donc ça fait partie de l'engrenage. Provocation de Poutine, réponse, sanctions. Mais les Allemands ont raison, selon vous ? Les Allemands ont raison de rappeler qu'ils ne peuvent pas se passer du gaz. Oui. Ils ont raison. Est-ce que pour la France... Pouyanné en France a raison. Dans ce qu'il fait, il est tout à fait logique en disant s'il y a des sanctions, on les appliquera. Mais une entreprise ne peut pas se substituer à. En revanche, sur le pétrole, je pense qu'il y aura cette semaine à Bruxelles, il y a beaucoup de réunions, un durcissement sur le pétrole. L'affaire des roubles, on ne va pas traiter ça comme ça. C'est une décision collective, à mon avis, de l'ensemble des utilisateurs du pétrole ou du gaz russe. Pour la France, les entreprises françaises doivent-elles continuer leur commerce avec la Russie tant que Vladimir Poutine est à la tête du pays ? Alors, j'ai répondu il y a une seconde, c'est que ce n'est pas aux entreprises de décider. Il y a des sanctions, elles les appliquent. Il n'y a pas de sanctions, elles n'ont pas les... Mais les chefs d'entreprise ont-ils la légitimité de dire, écoutez, ça met en péril mon entreprise, donc la suite de son développement? Ils n'ont pas la légitimité de décider à la place des gouvernements. Ce n'est pas eux qui décident les sanctions. Donc s'il y a des sanctions, ils doivent les appliquer. S'ils ne les appliquent pas, ils sont dans une situation illégale. Et pour les entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire, est-ce que ça complique la donne encore ? Il faut voir au cas par cas, on ne peut pas répondre globalement. Ça dépend de chaque entreprise, de ce qu'elle fait, est-ce qu'il y a des substitutions possibles. Mais il n'y a pas eu de décision collective en Occident d'adopter n'importe quelle sanction, qui d'ailleurs n'arrête pas la guerre. Vous voyez, c'est plus lent, le processus des sanctions. Avec des pénalisations et des contre-effets sur nos économies. Il faut équilibrer les deux. Les dirigeants des démocraties doivent tenir compte des 2 aspects. M. Scholz n'a pas tort de faire remarquer qu'il a besoin du gaz russe, que l'économie allemande ne peut pas fonctionner sans ça. Donc on ne va pas, jusqu'ici on n'a pas été jusqu'à l'embargo, encore moins jusqu'à la guerre. Donc il faut que les Occidentaux, les Européens, les Occidentaux en général, face à une agression aussi terrible que l'affaire d'Ukraine, adoptent des mesures tenables. Il ne faut pas non plus prendre des mesures parce qu'on est tous épouvantés par les images des bombardements, les indiscriminés qui touchent des hôpitaux, des maternités, des centres commerciaux. Mais il faut prendre des mesures qui soient tenables dans la durée. Il ne faut pas les adopter aujourd'hui pour y renoncer dans 3 mois. Vous voyez, parce que nos sociétés seraient au bord de l'écroulement. Vous voyez, il y a un équilibre à trouver pour les responsables. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères et l'invité de Face au territoire ce matin. Dans un instant, François-Xavier Lefranc de Ouest France sur ce plateau. Bonjour François-Xavier Lefranc, vous êtes le rédacteur en chef de Ouest France, le premier quotidien en langue française au monde. Et nous allons parler avec vous évidemment de ces conflits en Ukraine, bien sûr, avec la naïveté des Européens. Bonjour Monsieur Védrine. C'est une guerre, hein. C'est pas un conflit, c'est une guerre. Oui, c'est une guerre, il faut prononcer le mot. Vous étiez à Nantes il y a quelques jours et vous avez utilisé une formule que tout le monde comprend. Vous avez dit, voilà, les Européens croyaient vivre au pays des bisounours et ils se rendent compte qu'ils vivent dans un pays qui est plutôt Jurassic Park. Alors tout le monde comprend la référence, c'est un monde effectivement très cruel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous reprochez à l'Europe? Elle aurait été aussi naïve que cela? Mais d'abord, je ne parle pas spécialement de l'attitude envers Poutine. Hein. C'est une remarque plus générale que je fais depuis 20 ans, 25 ans. Un état d'esprit des Européens. Un état d'esprit après la fin de l'Union soviétique. Donc la vraie date, c'est pas l'affaire du mur, hein, c'est l'affaire de la fin de l'URSS, fin 91. Les Occidentaux, en général, ont dit on a gagné. Fin de l'histoire, démocratie, marché, nos valeurs universelles, etc. On a gagné. Aux États-Unis, ça prend une forme de puissance, hyperpuissance, c'est ma formule de l'époque. D'ailleurs, j'ai eu des dialogues tout à fait étonnants et stimulants avec mon ami que je salue ici, Madeleine Albright,
et qui Ancienne était devenue secrétaire d'État une américaine. vraie amie même, par rapport à ça. Et chez les Européens, ça prend une forme plus naïve. En disant on est dans un monde post-identitaire, post-tragique, et nos valeurs vont régner dans le monde, tout ça. Ça, c'était quand même une illusion, liée à la mondialisation heureuse, liée à la propagation de nos valeurs, liée à l'économie globale de marché, l'idéologie OMC. C'est tout ça que j'avais caractérisé comme une vision de bisounours à l'époque. Mais il n'y a pas que moi. Moi, je suis un Français typique. Mais le ministre allemand Sigmar Gabriel disait « Attention, nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques ». Mais c'était il y a 15 ans. Hein. Ouais, donc il faut remonter au début. Ça n'est pas lié à la guerre en Ukraine maintenant. Voilà, il faut remonter au début de l'ère Poutine. Yeltsin au début. Non, à la fin de l'URSS, le début de la Russie. Et ensuite l'arrivée de Poutine. Et Oui. c'est là qu'on n'a pas bien pris conscience de ce qui se passait, sans doute. Alors je sais que c'est très difficile de parler de ces débats aujourd'hui alors qu'il y a les bombes Oui, atroces et que bien l'urgence sûr. c'est le cessez-le-feu. Hein. Mais il n'empêche que les grands Américains, les vétérans de la guerre froide, qui avaient combattu l'URSS toute leur vie, qui étaient totalement anticommunistes, ils ont presque tous été opposés à l'élargissement de l'OTAN. Les Kissinger, Brzezinski, Kennan, Matlock, Mearsheimer, des gens comme ça. Donc c'est pas un débat franco-français des dernières années. Alors parlons de la Mais défense, c'est justement. pas le moment, Parlons de la mais ce défense. débat reviendra. Oui, un jour. parlons de la défense, justement. Donc l'Allemagne a annoncé un investissement en matière de défense de plus de 100 milliards d'euros. Elle ira au-delà de 2% de son PIB. Est-ce que, sur la question de la défense, l'Europe n'a pas été naïve? On a l'impression que la défense européenne, on se rend compte aujourd'hui que c'est une affaire Non mais peut-être... l'Europe est défendue par l'OTAN. Ça, c'est à la demande des Européens depuis l'après-guerre. Ça n'a pas changé. L'Alliance Atlantique de 1949, aucun pays européen ne veut y renoncer. Ils sont inquiets à l'inverse quand un président américain comme Trump émet des doutes. Et si Trump était réélu, Il n'a jamais justement été question de défense européenne. C'est les Français, intelligemment, très bien. C'est très bien ce que propose le président Macron depuis des années. Mais les autres Européens disent il ne faut pas qu'on aille trop loin parce que ce serait un prétexte pour les Américains pour nous abandonner. Donc, Mais il y a pour jamais- des raisons financières il n'y a jamais eu de... aussi Non, c'est mental, comme on dit chez les sportifs. Les Européens ne veulent pas avoir à assumer seuls la question de la défense. Et avec ce qu'a fait Poutine, il a réveillé l'OTAN, pour le moment. Il a réveillé, la volonté allemande de se défendre. Du coup, il y aura une vraie armée allemande, alors qu'il n'y en avait plus, en réalité. Peut-être que le président Macron va réussir à canaliser ce sursaut vers quelque chose d'européen, d'une sorte de pilier européen dans l'Alliance, peut-être. Avec des si, Ça serait bien. Avec des si, on peut refaire le monde, mais si demain Trump était réélu, est-ce que Ou un Trump. est-ce Oui, que il y les a pas Européens tellement ne de doivent Trump, pas, est-ce que les Européens ne doivent pas aussi penser à leur défense, peut-être demain, sans l'Amérique? Aucun Européen pense ça. Hein. Aucun. Ça, c'est un débat pour franco-français, ça. Mais Aucun il est Européen. légitime. Oui, légitime. mais même le général de Gaulle n'a jamais quitté l'Alliance. Il avait quitté à la longue l'OTAN parce qu'il était contraint, mais pas l'Alliance. Pas l'Alliance. Donc il faut arrêter de rêver. Aucun pays européen ne veut assumer seul pour l'Europe la défense. C'est coûteux, c'est dangereux, c'est terrible, etc. Donc il faudrait garder la protection américaine, mais on peut peut-être, sous cette alliance, développer une affirmation européenne avec des capacités, avec des forces capables d'intervenir. Après, il faudra savoir qui décide quoi. Mais il y a un chemin entre les deux quand même, vous voyez. Alors, Mais les Européens ne vont pas renoncer à l'alliance, c'est l'inverse qui se passe. C'est le réveil de l'OTAN auquel nous assistons pour le moment. bien sûr, qui n'est plus en mort cérébrale. Non. Voilà. Est-ce que vous estimez que la réaction justement de l'Union européenne, des Américains, a été à la hauteur? C'est une réaction très spectaculaire. Sur les sanctions, oui. Mais il faut, comme je le disais il y a un instant, que les sanctions soient tenables. Il ne faut pas adopter sous l'effet d'une émotion archi-légitime, on voit des images atroces, en prenant des mesures qui sont intenables d'un point de vue social, économique, démocratique. Parce qu'après, il y aura des votes à peu près partout et les pays européens ne tiendront pas. Donc, que ce soit tenable dans la durée. Même si ça entraîne, mais c'est de la faute de Poutine, pas de la nôtre, une sorte de désagrégation de ce qu'a été la mondialisation globale, qui va rééclater, non pas être atomisée en petits morceaux, mais différents grands blocs. Et un jour ou l'autre, il faudra ressortir du système de sanctions, mais bon, ça c'est après-demain. Hein. Alors la situation militaire en Ukraine est complexe. On a l'impression que, même s'il ne faut pas aller trop vite, que les troupes russes sont pour le moins ralenties. On va dire qu'elles s'enlisent. Les Russes sont évidemment les plus forts quand on regarde la quantité de matériel militaire, l'armement. Le matériel, oui. Voilà. Mais on a l'impression quand même que la réaction ukrainienne est extrêmement forte et assez efficace. Comment vous voyez la suite? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un enlisement? Comment vous voyez les choses? Il est clair déjà que l'armée russe, et donc Poutine, n'a pas atteint l'objectif qui était de mettre la main sur l'Ukraine à toute vitesse, de changer le gouvernement à Kiev, etc. Et il y a une résistance acharnée des Ukrainiens qu'il faut saluer. L'Ukraine grouille d'armes anti-chars, etc. Bon, on est au moment, à mon avis, le plus dangereux.
Parce que Poutine, devant ce relatif enlisement, peut décider d'escalader, d'employer des armes. Déjà, il a employé les armes hypersoniques pour impressionner. Il parle du nucléaire. Bon, je ne crois pas à cette hypothèse. Mais vous n'y croyez pas? Non, mais c'est pour impressionner les populations d'Europe de l'Ouest. Il y a l'arme chimique, il y a plusieurs possibilités atroces d'escalade. Et il y a aussi de l'élargissement. Poutine étant coincé, il pourrait décider de l'attaquer sur un aérodrome en Pologne ou ailleurs, où il y aurait des armes pour l'Ukraine, pour voir si l'OTAN réagit vraiment ou pas. Il y aurait une mission historique à prendre de la part de l'ensemble des dirigeants des pays de l'Alliance, en commençant par les États-Unis, bien sûr, sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. On est dans ce moment-là. Puis en même temps, on ne peut pas complètement écarter l'hypothèse que dans quelques jours, Poutine commence à parler comme s'il avait atteint son objectif, et que le président ukrainien, qui est d'un courage extraordinaire, dise « moi je suis prêt à accepter la neutralité, l'abandon de la Crimée, etc., parce que je veux sauver l'Ukraine ». Vous ne croyez pas au problème intérieur voyez, de Poutine? On est à un moment tout à fait vertigineux. Vous ne croyez pas où ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Vous ne croyez pas au problème intérieur que pourrait avoir Poutine? Ben, ce n'est pas une question de croyance, j'en sais rien, mais il me semble que les décideurs n'en savent rien. Tout le monde le souhaite et personne ne peut le démontrer. Bien sûr, il y a des millions de Russes, pour ne pas dire plus, des dizaines de millions, qui sont épouvantés par la décision qui a été prise, qui en gros croient un peu comme Poutine sur l'histoire, hein, le rôle de l'Ukraine, de Kiev, etc., mais qui sont absolument opposés à la guerre, qui sont dévastés par les conséquences pour eux sur la guerre, sans parler des familles où il y a déjà des gamins russes qui ont été envoyés là-bas sur la base d'un mensonge, qui se retrouvent dans une guerre fratricide avec des Slaves. Donc il y a forcément un effet dans la société russe. De là, ce que ça remonte à un système de décision que tout le monde décrit comme étant concentré sur Poutine seul et peut-être 2-3 personnes, elles-mêmes intoxiquées avec les mêmes infos, tout ça étant aggravé par la pandémie. Non, je ne vois pas encore ce processus aboutir. Je reviens à la question. C'est pas les mêmes rythmes. Hein. Je reviens à la question du nucléaire. Poutine cherche à impressionner, à nous impressionner. Et apparemment, ça marche. Beaucoup de gens sont impressionnés par ce qui se dit autour de ça. Vous dites, je n'y crois pas du tout. Non, j'y crois pas, tout court. Pourquoi vous n'y croyez pas? Pourquoi? Mais j'en sais rien, je ne peux pas le démontrer, mais je ne crois pas que Poutine veuille se suicider. Voilà. Je ne sais pas qu'il veuille enclencher un engrenage nucléaire incontrôlable après, avec les conséquences pour tous ceux qui seraient concernés, notamment dans la zone européenne. Mais je ne peux pas le démontrer, c'est une réflexion à voix haute. Là. Alors justement, on parle de Vladimir Poutine. Il veut qu'on ne l'empêche pas de mettre la main sur l'Ukraine, en tout cas de la neutraliser. Jusqu'où, on verra. Avec quel gouvernement à Kiev, on verra. Déjà, il n'a pas atteint les premiers objectifs. C'est pour ça que je crains, dans les jours qui viennent, l'escalade. Mais peut-être que ça va partir dans une autre direction. Justement, on parle de Vladimir Poutine. C'est pour ça que le président Macron a raison. Il a raison de garder le contact. Pas de dialoguer pour le plaisir de dialoguer, mais essayer de garder le contact. Jusqu'au moment où ce sera utile. Hubert Védrine, on parle de Vladimir Poutine et justement Chonu, qui est dessinateur, collaborateur de Ouest France, régulier, a une question à vous poser sous forme de dessin. Elle concerne Vladimir Poutine. On l'écoute. Hubert Védrine, vous fûtes ministre des Affaires étrangères à un moment crucial de notre histoire qui a fracturé notre relation avec le monde slave. Je veux parler du bombardement de Belgrade par l'OTAN en 1999, la Serbie étant la petite sœur de la Russie. Alors Vladimir Poutine disait « Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur, celui qui souhaite son retour n'a pas de tête. » Alors la question que je pose, c'est Vladimir Poutine est-il un affectif qui s'ignore ou un malade mental qui s'ignore aussi? C'est trop facile de traiter de malades les dirigeants qui sont aux antipodes de nos conceptions, de pathologiser les analyses. C'est paresseux, ça. C'est plus compliqué que ça. Mais dans l'affaire du Kosovo à laquelle il fait allusion, où j'étais ministre, il y avait le groupe de contact des ministres qui ont géré l'affaire. Pendant 18 mois, on avait négocié avec Milosevic pour qu'ils arrêtent, non pas le génocide, mais les exactions au Kosovo. Et finalement, quand ce groupe a conclu qu'on n'y arrivait pas, parce que Milosevic n'y comprenait rien, bloquait tout, on a demandé à l'OTAN, c'est pas l'OTAN qui a décidé, on a demandé à l'OTAN de frapper sur l'armée serbe. Les Russes se sont retirés du groupe de contact à ce moment-là, mais on est sous Medvedev à l'époque. On n'est pas sous Poutine, on est après les deux mandats. Et après, quand les bombardements ont obtenu que Milosevic dise « Ok, j'accepte le compromis », le ministre russe de l'époque, Igor Ivanov, est revenu dans le groupe de contact. Et on a rédigé ensemble la résolution 1244 qui permettait de gérer la sortie de l'affaire sans indépendance du Kosovo. C'est dire qu'à un moment donné, on pouvait être
dur dans la défense de nos intérêts et de la sécurité, et quand même garder, comme pendant la guerre froide, un contact avec la Russie. Ce n'est pas absolument incompatible. François-Xavier Lefranc, la une de Ouest France. Alors la une de Ouest France, elle est consacrée aux entreprises françaises qui sont en Russie, qui ont investi en Russie. Et elle est également consacrée au réveil des Européens, du réveil face à la guerre, parce que c'était effectivement une guerre au cœur de l'Europe. Merci François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef de Ouest France, le plus grand quotidien francophone du monde. Je crois que c'est 600 et quelques journalistes, 620 journalistes et une soixantaine de correspondants dans le monde. Merci. De la commune au monde. C'est un remarquable journal. Pardon. Un remarquable journal. Dans un instant, nous accueillons un autre journaliste de Ouest France, Patrice Moyon, sur ce plateau. Merci François-Xavier Lefranc. Bonjour Patrice Moyon, vous êtes journaliste à Ouest France, je l'indiquais, vous êtes spécialiste de l'économie et dans un instant nous allons interviewer Hubert Védrine sur les conséquences de cette guerre, notamment pour la France en termes économiques. Tout de suite, Émilie Offray depuis Brive, Hubert Védrine, qui représente cette semaine notre partenaire Centre France La Montagne, a une question à vous poser sur les dialogues avec Poutine. On regarde. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Védrine. Vous avez toujours plaidé pour le maintien du dialogue avec Vladimir Poutine, une stratégie suivie aujourd'hui par Emmanuel Macron. Selon vous, qu'apporte ce dialogue un mois après le début des frappes russes sur l'Ukraine ? Comment dialogue-t-on avec un chef d'État à la personnalité aussi insaisissable qui ne semble écouter que lui-même ? Et qu'est-ce qui, selon vous, pourrait l'amener à cesser cette guerre ? Alors, pour le moment, ça ne donne rien. Mais l'ensemble des dirigeants occidentaux comptent beaucoup sur le président Macron pour maintenir ce lien. Il s'agit pas ce qu'il fait d'ailleurs, hein, il l'appelle régulièrement. Il a du mérite, hein, parce que, mais ça ne peut pas obtenir un résultat dans l'immédiat. Si c'était le cas, Poutine n'aurait pas attaqué, il y aurait déjà un compromis, etc. Il faudrait revenir à ce qui aurait dû être fait il y a 10-15 ans sur l'affaire de l'Ukraine. Donc le dialogue, ce n'est pas par plaisir de dialoguer. Mais je voudrais rappeler que même pendant la guerre froide, face à une Union soviétique encore plus armée, plus dangereuse, plus menaçante, qui faisait assassiner beaucoup plus de gens en douce que ne le fait la Russie. Même dans cette époque, tous les grands dirigeants américains ont maintenu le dialogue. Dialogue, mais pas pour, encore une fois, pas pour le plaisir, mais pour faire entrer des arguments, pour contenir peut-être les attaques, pour préparer des compromis, ceci, cela. Donc c'est une nécessité de sécurité. Pour le moment, ça n'a pas donné de résultat, mais il se peut que demain, dans 8 jours, dans 3 mois, ce soit un élément décisif. Alors, Monsieur Védrine, justement, je voudrais revenir sur la guerre en Ukraine et les conséquences économiques. Volodymyr Zelensky s'est exprimé hier devant les parlementaires français. Il a accusé notamment un certain nombre d'entreprises françaises, Auchan, Leroy Merlin, Renault, d'être les sponsors de la machine de guerre russe. Est-ce qu'il a raison de demander le départ de ces entreprises françaises de Russie ? Je ne pense pas, mais je voudrais dire en même temps que je l'admire. Il a un courage formidable. Vous l'avez dit, oui. Inattendu de la part de gens qui l'avaient sous-estimé, compte tenu du fait que c'était un comédien avant, mais bon, pourquoi pas. Reagan aussi était un comédien à l'origine. Et donc, il est formidable. Il dit ce qu'il a à dire dans la position où il est. Mais ce n'est pas une bonne solution de se mettre à boycotter l'ensemble du monde russe. En gros, vous dites qu'il est bien pour son pays. Il est bien, pour défendre les intérêts de son pays. Il est courageux, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que toutes les entreprises mondiales quittent la Russie. Il faut penser à l'avenir, à l'après, après-demain. C'est difficile maintenant, sous les bombes, avec les images horribles. Il n'empêche qu'un jour ou l'autre, il faudra revenir à la question comment on fait pour coexister, pour cohabiter avec la Russie, qui est à côté. Alors concrètement, justement... Et le président Macron, je crois savoir, a encouragé les entreprises françaises, sauf quand il y a des sanctions, voilà, il faut les appliquer, il faut appliquer la loi, à plutôt rester quand c'est possible. Et concrètement, est-ce que... Il y a un peuple russe derrière, il n'y a pas que Poutine. Il y a le peuple russe, bien sûr, mais est-ce que concrètement, puisque Poutine menace de saisir les actifs des entreprises françaises qui partiraient de Russie, est-ce qu'il n'y a pas une menace que la Chine, finalement, tire les marrons du feu de ce conflit ? Ça, c'est encore autre chose, je veux dire, par rapport à Taïwan. Non, mais c'est-à-dire que les actifs soient saisis et que, éventuellement, des entreprises chinoises puissent... Qu'on passe le Caraïbe en Silla, en gros. De toute façon, toute la vision naïve qu'on a eue sur la mondialisation, après le triomphe occidental des années 90, soit à travers nos valeurs universelles, soit à travers la pensée OMC, on voit bien que ça ne marche plus.
Ça ne marche pas. Et sur le plan économique, ça va non pas éclater en petits morceaux, mais se réorganiser autour d'une zone américano-atlantique, une La zone question de Patrice chinoise, Moyon, etc. ça pourrait être Donc, pire avec la Chine. c'est Est-ce que ça pourrait être pire avec la Chine? C'est un processus déjà entamé, parce que ça fait déjà 3 présidents américains qui essaient de désimbriquer leur économie de l'économie chinoise. Donc c'est déjà en cours. Que la Chine en profite au passage pour racheter à bas prix le pétrole russe que la Russie ne pourra plus exporter. Ah oui, j'allais dire, c'est de bonne guerre, si je puis dire. Il faut s'y attendre, il ne faut pas être surpris par ça. Donc chaque grand acteur du monde, il ne va pas appliquer l'idéologie américano-globalisée, dérégulée, financiarisée, etc. Ça, c'est une période qui est terminée. Mais vous Donc votre question est fondée, ça va se passer comme ça, oui. Vous dites qu'il faut prescrire les guerres économiques, mais est-ce que finalement les sanctions... J'ai pas dit ça, moi. Non ? Je n'ai pas employé le terme. Non, j'ai dit c'est une guerre en Ukraine, c'est pas simplement un conflit ou une crise. Mais j'ai pas dit qu'il fallait mener la guerre économique. Il y a un peuple russe. Il faut trouver l'équilibre. Donc Bruno Le Maire il a fait une erreur en disant... Oui, mais il a dit autre chose après. Il a reconnu que c'était une expression inappropriée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les sanctions économiques ne sont pas la meilleure façon de faire céder Poutine? Le faire céder immédiatement, non. Sinon, la guerre serait arrêtée tout de suite. C'est les sanctions les plus dures qu'on ait bâties. Après, c'est l'embargo, le blocus, la guerre. Bon, voyez. Donc, je ne dis pas qu'on a d'autres solutions. Les Occidentaux ne veulent pas entrer en guerre. Aucun parlement, dans une démocratie aujourd'hui dans les pays de l'Alliance, voterait la guerre. Bon, donc il faut quand même faire quelque chose. D'où les sanctions. Et après, en même temps, les sanctions, il y a un travail pour les ajuster de façon à ce qu'elles ne pénalisent pas plus les pays, les sociétés occidentales que la Russie, qui déjà depuis quelques années a appris à s'autonomiser dans certains domaines. Il y a plein d'exportateurs français qui ont perdu des parts de marché. On est les fromages, il y a d'autres choses que ça. Donc on est entre les deux, c'est pas noir et blanc, c'est plus compliqué que ça. Ce qu'on a noté, c'est que mais on a été aussi loin que possible pour le moment dans les sanctions, ça va être durci sur l'affaire du pétrole, pas du gaz. Ce qu'on a noté dans cette émission depuis tout à l'heure, c'est que vous donnez des satisfecits réguliers à ce que fait et entreprend Emmanuel Macron. Oui, mais les autres aussi. Je trouve que les dirigeants occidentaux font bien. Mais comme Emmanuel Macron a été attaqué sur le fait de maintenir le dialogue, alors qu'il le fait à la demande et avec l'accord de tous les dirigeants occidentaux, d'après ce que je sais. Donc je trouve ça absurde de l'attaquer parce qu'il n'y aurait pas eu de miracle au bout de 3 coups de fil. Est-ce que Total a raison de maintenir sa présence en Russie ? Écoutez, moi j'ai vu l'argumentation de Total. M. Pouyanné dit « j'applique les sanctions ». Point, il y a des sanctions, je les applique. Il n'y en a pas, je n'ai pas à les appliquer à la place des gouvernements. Mais j'ai vu qu'il avait fait une annonce pour réduire la part d'achat de pétrole, vous voyez, par rapport à ça. Hubert Védrine est notre invité ce matin, l'ancien ministre des Affaires étrangères en direct sur TV5 Monde. Armelle Le Goff, qui est la directrice de la rédaction de 20 minutes, a une question à vous poser justement sur Volodymyr Zelensky. Bonjour Hubert Védrine, que pensez-vous du combat des valeurs qui se joue actuellement entre l'Ukraine et la Russie? Combat de valeurs habilement mis en scène par le président ukrainien, notamment hier lorsqu'il est intervenu devant les députés de l'Assemblée nationale, les députés français de l'Assemblée nationale. Encore une fois, je redis mon admiration vous l'avez dit, pour cet homme, qui est comme incroyablement courageux, vous voyez dans les interviews. Bon, mais en même temps... il n'y a pas de solution sur la base des valeurs. Donc si on veut à tout prix transformer ça en guerre de religion, parce que c'est ça les valeurs en fait, c'est insoluble. C'est insoluble. Donc je trouve que le terrain de la géopolitique, même s'il est froid et dur, il permet d'imaginer, pas tout de suite, une sorte d'apaisement, de cessez-le-feu, d'arrangement de briquet de broc, et un jour peut-être d'une solution plus durable. Si on les aide en termes de valeurs, je dis ça aux Occidentaux très convaincus, très motivés, très engagés, il y a quand même une grande partie du monde aujourd'hui et qui dit que non seulement, c'est ce que je dis moi, les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance, perdu le monopole, mais beaucoup d'autres, notamment en Asie, disent non, c'est la fin de la parenthèse occidentale. La fin de la parenthèse occidentale qui a duré 3-4 siècles. Y compris sur le fait que nos valeurs à nous sont universelles. Donc quand on entend les Chinois dire il y a une partie qui est universelle et l'autre qui ne l'est pas, et puis on a nos propres valeurs, etc., les Occidentaux sont à la fois choqués, révulsés et très inquiets par ça. Mais on va devoir vivre dans ce monde dans lequel on n'a plus la capacité qu'on a eue pendant quelques siècles. On a fait un bon ou mauvais usage, c'est un autre sujet. Donc je ne crois pas que le terrain des valeurs, on peut à la fois le saluer, mais je ne crois pas que ça donne naissance à un processus de solution. Très vite, une dernière question. Le plan proposé par la Commission européenne pour s'affranchir du gaz russe à l'horizon 2027, au moins cette année les 2 tiers, est-ce que ça vous semble une bonne réponse ?
Ça me semble une réaction normale dans la situation où on est, mais je ne crois pas qu'il soit réaliste, en réalité, ni dans les capacités de production, de transport, de stockage, mais l'orientation générale. Ce qui devrait être le plus important, de toute façon, encore plus que ça, c'est la question écologique. Donc il doit y avoir un plan, non pas pour combattre le nucléaire de façon obsessionnelle et bornée et ignorante sur le plan scientifique, mais combattre le charbon, réduire le charbon, puis le pétrole, puis le gaz, etc. Ne pas oublier le climat. Le fait que si on ne fait rien, dans quelques générations d'ici là, la planète n'est plus habitable. Ça reste... C'est difficile à dire aujourd'hui, compte tenu de l'émotion sur l'Ukraine, mais ça reste fondamental, ça. Donc le plan, oui, c'est une réponse momentanée, conjoncturelle. C'est très bien si la Commission disait qu'en même temps, il faut relancer le nucléaire entre-temps, parce qu'on n'a pas d'autre solution et que les énergies renouvelables sont loin d'être suffisamment productives et à bon marché pour remplacer l'ensemble. Vous voyez, il ne faut pas oublier cet autre plan, quoi. Merci. Patrice Moyon, Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères et notre invité politique ce matin sur TV5 Monde. Dans un instant, Demet Korkmaz de TV5 Monde sur ce plateau. Merci. Bonjour Demet. Dans un instant, nous allons aborder des questions internationales, toujours avec Hubert Védrine, mais Denis Caro, qui est le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, notre partenaire dans cette émission, a une question à vous poser. On l'écoute, Hubert Védrine. Il est dans son studio de télévision à Nice, en duplex. Bonjour Hubert Védrine. La France a rendu hommage dimanche aux victimes des attentats de Toulouse et Montauban en 2012. Ici à Nice, nous restons profondément marqués par les attentats de la promenade des Anglais et de la basilique Notre-Dame. Est-ce que vous estimez que la lutte contre le terrorisme est suffisamment efficace en France aujourd'hui? Et ne voyez-vous pas un risque particulier à la libération dans les prochains mois de plusieurs dizaines de détenus condamnés pour islamisme? Alors, en ce qui me concerne, j'ai une conception pas franco-française sur le sujet. J'ai beaucoup d'amis maghrébins ou égyptiens ou autres avec lesquels je parle de ces questions depuis toujours, toute ma vie. Et tous ceux-là sont favorables à une alliance entre les musulmans en général et les démocrates. Pour isoler, pour réduire l'influence des fondamentalistes traditionnels et surtout de la micro-minorité terroriste. N'oublions pas que l'immense majorité des victimes du terrorisme islamique sont des musulmans. Parce que c'est là où ils attaquent en premier, parce que les musulmans ne veulent pas appliquer la charia redéfinie par les extrémistes d'aujourd'hui. Donc c'est ça le cadre général. Après, il y a le cas particulier de la France, mais aussi de la Belgique, mais aussi de l'Italie ou de l'Espagne. On est des victimes collatérales. Le cœur de l'affrontement, il est au sein du monde musulman sunnite. On n'est pas le cœur du truc. Et ça ne s'explique pas par des raisons sociales ou autres, ou de politique de la ville. C'est pas ça le cœur du sujet. Il faut le traiter, donc, à mon avis, par une alliance générale, comme je l'ai indiqué. Et après, on tombe sur des sujets très, très, très précis. Surtout qu'il y a eu quand même un déni ou un aveuglement sur la violence islamiste par les réseaux et tout ça. Et il faut, en effet, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la place d'un ministre de la Justice en exercice qui aurait toutes les données. Il faudrait, dans l'idéal, assurer un suivi très, très vigilant de l'ensemble de ceux qui sortent et qui, sans doute, n'ont pas changé dans leur tête. Je ne sais pas si c'est faisable, donc je ne vais pas donner des leçons comme ça. Vous savez, moi j'étais au cœur du pouvoir 20 ans, donc je suis très compréhensif par rapport aux gens qui ont à gouverner en vrai. Vous parliez de la parenthèse occidentale. Est-ce qu'on peut l'appliquer aussi, cette parenthèse occidentale, au Sahel ? C'est pas ma thèse. Hein. Je sais bien, mais puisqu'on parle de cette mise en retrait un peu, est-ce que ça aussi peut expliquer la situation au Sahel ? La parenthèse, c'est les autres. C'est ceux qui combattent l'Occident en disant votre règne est terminé. Vous ne pouvez plus imposer vos normes et vos valeurs. Mais est-ce qu'on en a une illustration aussi au Sahel, par exemple ? Le Sahel, c'est un peu différent parce qu'il me semble que quand il y a eu la menace sur Bamako, François Hollande a eu raison, a été courageux de prendre la décision d'intervenir à la demande des Maliens et des pays africains voisins et du Conseil de sécurité. C'est pas une lubie France-Afrique. Hein. Non, sauf qu'aujourd'hui, le contexte est différent. Oui, il faut rappeler le début quand même. Allez-y. Parce que, non, mais comme je l'ai fait. Allez-y. Il faut le rappeler. Parce que sinon, les gens mélangent tout. Alors maintenant, les Maliens ne veulent pas que la France reste, ben on s'en va. Les Nigériens non plus ? Non. Le Burkina Faso non plus ? Non. L'ensemble des autres voudraient que la France reste. Mais sous quelle forme aujourd'hui ? C'est à définir, justement. Mais la France ne peut pas se substituer. Autant la France pouvait, grâce à Hollande et l'armée française et la constitution du général de Gaulle, bloquer l'offensive sur Bamako, mais la France ne peut pas seule lutter contre le djihadisme dans l'ensemble du Sahel, qui est plus grand que l'Europe. C'est absurde. Non, mais on n'a pas été non plus pour combattre les Russes. Il faut revenir à l'origine. Nos morts ne sont pas morts pour rien.
dans cette affaire. Mais si les autres pays du Sahel veulent qu'on reste, il faut qu'ils le demandent clairement. Pour le moment, en indiquant les bases. Pour le moment, il n'y a aucun pays, à ma connaissance. Si, à peu près tous les autres, en dehors du Mali, voudraient que la France reste, mais il faut voir comment. On n'est pas obligé, on ne peut pas faire le job à leur place par rapport à ça. Et après, il faut qu'ils s'arrangent, eux, avec le Mali. Parce que l'évolution malienne peut les empêcher, eux, de lutter contre le risque djihadiste dans leur propre pays. Là donc la encore, France sur n'a ce pas être responsable de quoi que ce soit dans cette affaire. Sur ce Elle a fait pour le mieux. Sur ce terrain-là, la Russie a aussi joué un rôle en sous-marin, c'est le cas de dire, avec la force Wagner, par exemple. Est-ce que là aussi, on a pâti de cette offensive russe sur ce terrain-là? Mais moi, je dirais qu'on devrait s'en fiche de ça. Les Maliens veulent s'acoquiner avec les Russes grand bien leur face. Hein. Ça leur arrivait plusieurs fois depuis l'indépendance. Ça ne les a pas empêchés de jamais être capables de régler le problème des relations avec le nord-est du Mali. Bon, idem sur la Guinée. Donc oui, la Russie pousse ses pions dans quelques pays comme ça, mais il ne faut pas non plus exagérer. On voit qu'on avait surestimé la capacité de l'armée russe. Poutine le premier, il s'est dégouré. On surestime la capacité des forces Wagner ? Oui, je pense, oui. On surestime les effets pervers de leur présence. Est-ce que ça va entraîner les disputes entre Wagner et les différents pays africains, etc. Bon, ils auront à gérer tout ça. Ils sont là pour piller le Mali ? Je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais en tout cas, les gouvernements les ont appelés. À mon avis, c'est énorme. Mais c'est leur problème. Leur problème. Donc, il faut qu'on redéfinisse de façon saine ce qu'on fait ou pas, d'ailleurs, dans cette partie-là de l'Afrique, c'est pas toute l'Afrique, sur la base de la demande des gouvernements africains. Ils sont indépendants depuis des dizaines d'années, quand même. Ça dépend beaucoup de ce qu'ils veulent ou pas. Au vu du contexte ukrainien, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec le droit international qui n'est plus respecté? Est-ce que ce droit international, il est toujours valide au vu des transgressions et d'un Poutine qui fait valser le droit international? Mais il était respecté quand? Le droit international, c'est une espérance. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les institutions internationales ne sont plus... Non, c'est très bien qu'il y ait des institutions pour que tous les pays se parlent et travaillent entre eux. Bon, même si, par exemple, dans l'ONU, le U est de trop, ils ne sont pas unis, les nations. Bon, c'est bien qu'il y ait des lieux, des institutions. Mais le droit international, c'est une espérance, c'est une perspective à laquelle il faut travailler. Mais ça ne marche que si les protagonistes sont déterminés à l'appliquer. Et donc, les violations du droit international, il y en a des dizaines. Donc il n'y a pas de droit international respecté. Il faudrait qu'il y ait une sorte d'armée de martiens qui impose à tout le monde de le respecter. Sur le climat, on va être obligé un peu, non? Le climat, c'est différent. Ouais. C'est une réaction collective. Donc il faudra du droit international. Non, mais il y a le droit s'il y a la traduction de la prise de conscience et de la volonté politique. Mais après, c'est surtout une question de mutation industrielle, technologique, scientifique, etc. Et finalement juridique, mais pas la base. Aujourd'hui, la diplomatie classique, conventionnelle, est-ce qu'elle est aussi toujours adéquate? Mais elle n'a pas été inventée depuis des siècles pour parler avec des copains, hein, la diplomatie. C'était inventé il y a longtemps maintenant pour avoir un autre... On ne fait pas la paix avec ses amis, c'est ça? Oui, puis en fait, ça sert à... Si on peut, mais ça ne sert à rien. Ça a été inventé depuis longtemps pour parler à des ennemis redoutables, peut-être des gens qui vous haïssent, peut-être des gens qui veulent vous détruire. Donc il n'y a pas de contradiction. La diplomatie, c'est pas faire des parlottes, hein. C'est négocier. Et aujourd'hui, aujourd'hui, par exemple, il y aura toujours besoin aujourd'hui, ni les Américains ni les Européens n'ont établi, par exemple, de liste de lignes rouges. Est-ce que la ligne rouge... Ça, c'est autre chose. C'est pas la diplomatie. La diplomatie, c'est la négociation. Vous voyez, ligne rouge, je voulais dire sur l'Ukraine. Absolument, par exemple. Si on a une, c'est l'OTAN, l'article 5. Qui... Et pour le moment, Poutine n'y touche pas. Oui. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Peut-être fallait mettre l'Ukraine dans l'OTAN avec des garanties. Bon, si Poutine touchait un pays de l'OTAN, la loi s'appliquerait. S'il touche un pays de l'OTAN, ça veut dire qu'il y a une concertation instantanée de l'ensemble des dirigeants des pays de l'Alliance, à commencer par les États-Unis et les puissances militaires qui comptent, il y en a 3-4, sur qu'est-ce qu'on fait. Donc cette ligne rouge n'a pas été... Il n'y a pas besoin de la proclamer, c'est l'Alliance. Absolument, je suis bien d'accord. Mais effectivement, si Poutine ne cesse de tester les Européens et les Occidentaux... Non, il ne les teste pas, il veut re-russifier l'Ukraine. Par ailleurs, c'est un test. Oui. Vous ne pensez pas que ça peut aller plus loin, par exemple? On n'a pas cru les Américains quand ils ont dit à l'automne dernier que les Russes s'apprêtaient à envahir l'Ukraine. Est-ce que là encore, on n'est pas toujours dans cette espèce de zone grise où on pense que c'est encore possible? Comme les Américains avaient beaucoup menti sur l'Irak, il y a beaucoup de gens qui ont dit peut-être qu'ils se trompent là-dessus. Et en plus, tout le monde savait qu'il y avait un plan d'offensive, entre autres, mais il y avait d'autres plans.
Voilà. En tout cas, la ligne rouge, elle existe. C'est l'article 5. Et puis aller au-delà, ce serait une décision à prendre démocratiquement. Hubert Védrine est notre invité. Cyril Boutier, le directeur éditorial de France Antilles, notre partenaire, a une question à vous poser depuis Fort-de-France. On l'écoute. Bonjour Hubert Védrine. Face à la contestation et aux violences en Corse, le gouvernement a rapidement évoqué la question de l'autonomie du territoire, tout comme il avait évoqué cette question de l'autonomie en Guadeloupe lors de la crise sociale du mois de novembre dernier. Autonomie d'ailleurs dont on n'entend plus parler aujourd'hui dans le territoire en Guadeloupe. Pensez-vous que ce soit la bonne solution, qu'il faille, face à cette contestation, évoquer des questions de changement de statut pour ces territoires, que ce soit la Corse ou les territoires d'outre-mer? Je vais vous décevoir, mais par principe, je ne prends pas position sur des questions de politique intérieure au meilleur sens au sens le plus noble du terme, y compris les institutions, y compris l'organisation des territoires, y compris l'autonomie. Donc, j'ai pas d'éléments. Et après, je dirais simplement que qu'est-ce qu'on met dans l'autonomie ? Vous voyez, qu'est-ce qu'on met en plus, comment marche le budget, le financement, qui demande quoi. Bon, mais c'est pas à moi de décider là, tout seul, je suis pas en fonction et je ne représente que moi. C'est pas à moi de décider quel genre d'autonomie il faut accepter de discuter dans tel ou tel cas. Hubert Védrine, j'ai une question pour vous sur le rôle que va jouer l'Allemagne, la puissante Allemagne maintenant aujourd'hui. Est-ce que c'était pas une énorme erreur de la part de François Mitterrand, vous étiez son conseiller à l'époque, de ne pas se montrer favorable à la réunification de l'Allemagne rétroactivement? C'est totalement faux ce que vous dites. Je vous pose la question. Non, mais pourquoi vous posez une question aussi fausse? Parce que je vois l'Allemagne devenir cette puissance. Non, mais sur Mitterrand, vous sortez ça d'où? J'ai regardé à l'époque les déclarations de François Mitterrand avant la réunification. Oui. On sentait qu'il freinait et qu'il n'était pas. Non, il voulait que ça se passe. Tous les observateurs à l'époque l'ont constaté. Les observateurs, mais pas les historiens. Il n'y a pas un seul historien français ou allemand qui dise ça aujourd'hui. François Mitterrand, très tôt... Donc les observateurs se sont trompés sur l'attitude qu'on prêtait à François Mitterrand. Les commentateurs à l'époque, en général, c'était des sortes de militants qui voulaient abattre l'Allemagne de l'Est, et qui considéraient que c'était une victoire de l'Occident et que le simple fait de poser des conditions normales pour que la réunification, le moment venu, se passe bien, c'était déjà insupportable. Mais c'est une vision vraiment de l'époque qui est totalement contestable. Et on n'a pas le temps, là, mais je pourrais vous donner 15 livres français ou allemands qui expliquent autrement. Depuis l'origine, Mitterrand avait agi pour que la réunification se passe bien, qu'il y ait des élections, que l'Allemagne confirme le renoncement aux armes à baisser, que Helmut Kohl confirme l'engagement dans la monnaie unique. Et ça, c'est le détail de ce qui s'est passé en 89-90, qui a abouti à un résultat formidable. La réunification était très bien gérée, la relation entre Kohl et Mitterrand. S'il y avait un millième de vrai dans les commentaires des journalistes excités de l'époque, ça aurait brisé la relation Mitterrand-Kohl. Or, elle était extraordinaire, encore plus extraordinaire après qu'avant. Voilà. Alors, est-ce qu'il avait eu... Votre autre question, c'est qu'est-ce qui va se passer avec l'Allemagne maintenant? Pour le moment, Poutine a obtenu la fin du pacifisme allemand. L'Allemagne va se redoter d'une armée alors qu'elle avait disparu en pratique. Mais c'est dans l'OTAN. Pour le moment, c'est dans l'OTAN. Une dernière question plus politique. Hubert Védrine, vous êtes président de l'Institut François Mitterrand. Vous vous considérez comme socialiste toujours? Mais ça n'a pas de rapport, parce que moi j'étais mitterrandien. Mitterrandien, et l'Institut Mitterrand, c'est une fondation qui travaille sur l'histoire, sur la mémoire. Quelle opinion vous avez de la campagne d'Anne Hidalgo, par exemple? Rien. J'ai pas d'opinion sur la campagne électorale. Je suis pas là pour ça et je m'abstiens de tout commentaire sur ces dimensions politiques. Une vision du monde, elle exclut, Hubert Védrine, comment dirais-je, un retour à des valeurs que françaises. On voit dans cette élection présidentielle que beaucoup de candidats veulent replier la France sur elle-même sur beaucoup de points. Est-ce que cette vision du monde, c'est le titre de votre livre, collection bouquin, elle pose problème? Il ne faut pas confondre l'attachement des peuples à leur identité. Il n'y a aucun peuple au monde qui a envie d'être dissous dans le magma mondialiste. Aucun. Ce n'est pas forcément du repliement. C'est tout à fait compatible avec l'échange, l'ouverture, la circulation, etc. Il ne faut pas mélanger les deux. Mais quel est le peuple qui est avide de renoncer à ce qu'il est, à son histoire, à sa langue, à la façon dont il se représente son propre passé? Demandez ça à des Palestiniens ou des Israéliens, qu'est-ce qu'ils vont dire, ou des Iraniens ou des Russes, vous appellerez, Africains. Donc il ne faut pas mélanger les deux, vous voyez. J'ai compris. Vous appellerez à voter Emmanuel Macron? Je ne suis pas là pour parler politique intérieure, ni pour parler élection. Mais franchement, ce qu'il fait à l'heure actuelle, dans la gestion de cette horrible affaire ukrainienne et le maintien... Bon,
alors que c'est très Vous n'arriverez pas à dire que vous êtes favorable et que vous allez voter pour lui. Parce que je ne confonds pas ce genre d'émissions et des missions de politique intérieure. Je ne suis pas là pour ça, pour prendre des positions. Puis peu importe ce que je dis sur l'élection. En revanche, je pense qu'il fait le job remarquablement, courageusement. Et que j'espère qu'à la fin des fins, à un moment donné, on verra que ça aurait été utile pour enclencher un début de solution. On n'en est pas là sur l'Ukraine. Merci Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, de nous avoir consacré ce temps de direct sur TV5 Monde. Merci Demet Korkmaz. On se retrouve évidemment jeudi prochain. Les programmes continuent sur la chaîne. Au revoir à tous. Merci.